Luc Carvounas, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste du Val-de-Marne, membre du groupe Nouvelle Gauche, ici à l'Assemblée nationale. Alors hier soir, on en a parlé, Donald Trump a annoncé la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Quelle est votre réaction ce matin à cette décision? Évidemment, une réaction où on peut se dire que c'est extrêmement grave ce qui s'est passé hier soir, parce que moi je me souviens des images, c'était pas il y a quelques mois, c'était il y a quelques jours, où le président de la République était aux côtés de Donald Trump aux États-Unis, invité dans un voyage d'État où il prônait le multilatéralisme. Et on assiste à quoi depuis hier soir? À l'unilatéralisme de Donald Trump, qui va créer à la fois du trouble dans une région qui n'en avait pas besoin, qui va aussi demander à l'Europe de durcir un peu sa diplomatie, parce que c'est aussi l'échec de la diplomatie européenne. Souvenez-vous, Theresa May, et puis ensuite Emmanuel Macron, et puis enfin Angela Merkel. Les uns après les autres sont allés visiter les États-Unis et rencontrer Donald Trump. Et regardez le bras d'honneur que le président des États-Unis fait à l'Europe. Et en plus, il nous met un ultimatum. Il nous met juste, lui qui aime les armes, on pourra en parler, un pistolet sur la tempe des pays soi-disant alliés, en nous disant que d'ici 3 à 6 mois, il faut qu'on évacue, puisque dans cet unilatéralisme, il a décidé d'avoir les sanctions les plus dures vis-à-vis de l'Iran, avec beaucoup de fake news dans ce qui a été dit hier soir. On y reviendra. De l'Iran, parce que j'attends quand même, et je pense que l'Europe dans son entièreté dit et rappelle que l'Iran respecte l'accord de 2015. Les États-Unis disent qu'ils ne le respectent pas. Oui, enfin un accord qui a été négocié pendant 12 ans avant d'arriver à 2015. Et en 18 mois, Donald Trump, qui est arrivé sur la scène internationale, balaye tout ça d'un revers de la main. Et puis ensuite dit donc au président de la République, Emmanuel Macron, qu'il a eu hier au téléphone, mais surtout pour pas parler de ça, donc on se moque un peu du monde, et des Français en particulier. On va aller expliquer à Total, à Renault, Alors on reviendra Peugeot, justement sur les entreprises françaises en Iran. Le Parti socialiste dénonce la diplomatie de la séduction Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Le fait qu'il y ait des relations plutôt amicales entre le président Trump et le président Macron ne veut pas dire un accord politique. J'ai assisté à des discussions assez fortes sur rien cela. Donald Trump. J'espère que ce n'est pas un échec pour la paix. En tout cas, Emmanuel Macron a proposé au président Trump une initiative politique qui est aujourd'hui toujours sur la table, qu'il n'a d'ailleurs pas rejetée dans ses propos d'hier soir. Il faut donc maintenant essayer de voir si on peut, au-delà de l'accord, mettre les acteurs autour de la table pour permettre d'avoir une perspective de stabilisation de la région qui aujourd'hui risque d'être vraiment en situation de confrontation prochaine si d'aventure les mesures ne sont pas prises. Jean-Yves Le Drian dit ce n'est pas parce qu'ils se sont montrés amicaux qu'ils sont d'accord sur tout. Oui, je préférais le Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, aux côtés de Laurent Fabius et de François Hollande. D'ailleurs, c'est avec ce trio-là qu'on a vu les accords de 2015 que le Jean-Yves Le Drian, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, qui fait du et en même temps ce à quoi on a assisté encore une fois hier soir, c'est une volte-face. Mais ce n'est pas de la faute d'Emmanuel Macron si aujourd'hui Donald Trump sort de l'accord sur le nucléaire iranien. Alors, on invite Donald Trump le 14 juillet en France pour le défilé sur les Champs-Élysées. On va pendant 3 jours, le président de la République aux États-Unis, bras dessus, bras dessous. On parle de multilatéralisme, on semble être tous en bonne synergie. Et quelques jours après, Donald Trump envoie la porte à la figure du président de la République, de la France et de l'Europe. Emmanuel Macron avait dit qu'il était très pessimiste sur le maintien des États-Unis dans cet accord. Moi, j'aimerais avoir une voix forte du président de la République française. Déjà, je ne l'ai pas entendu quand Donald Trump a sali la mémoire des victimes du Bataclan. Je ne l'ai pas entendu. On a vu un communiqué de presse du Quai d'Orsay. Même pas un seul ministre du gouvernement d'Édouard Philippe ne s'est prononcé sur ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, on rappelle juste que Donald Trump, lors d'une conférence de la NRA, le lobby des armes, qui ne tient plus par la main, comme on a vu dans les images sur le perron de la Maison Blanche, Emmanuel Macron, il vient de lui tordre le bras. Il vient de tordre le bras aussi à la communauté européenne. C'est un échec, je l'ai dit, de la diplomatie européenne, et c'est un échec pour Emmanuel Macron. Paris, Londres et Berlin ont réagi d'un communiqué commun hier. Est-ce que cette réponse commune, elle est souhaitable d'après vous ? De toute façon, cette réponse était évidente, puisque l'Europe, encore une fois, les pays que vous avez cités, mais pas que, souhaitent maintenir cet accord. Maintenant, il va falloir travailler ardemment
pour faire en sorte que malgré le théâtre que l'on a regardé hier soir, organisé, orchestré par Donald Trump, on en a un petit peu l'habitude, eh bien on puisse faire en sorte que cet accord ne soit pas déchiré, mais peut être amendé. Vous croyez en la possibilité d'un nouvel accord, ce que la France semble proposer aujourd'hui? Vous savez, Donald Trump va rencontrer bientôt le tyran de Corée du Nord, justement parce qu'il a développé l'arme nucléaire. Et aujourd'hui, il dit à l'Iran sur une fake news, vous développez l'arme nucléaire, ce que l'Europe dit exactement le contraire, et souhaite trouver des accords. S'il souhaite trouver un accord avec la Corée du Nord, j'imagine avec une Europe, une diplomatie européenne forte, que nous allons réussir à ramener autour de la table. J'ai entendu hier Donald Trump l'esquisser autour d'une table pour redéfinir cet accord. Bon, on verra, mais pour autant, à aujourd'hui, ce qui s'est passé est extrêmement préoccupant. Il faut un bras de fer avec les États-Unis aujourd'hui ? Il faut une voix forte européenne, une voix politique forte. Moi, je constate juste qu'on a eu le Premier ministre britannique, le président de la République française et la chancelière allemande qui tous, en un mois et demi, sont allés aux États-Unis. Regardez les résultats. Il n'y a pas un problème ? On va parler d'un autre sujet. Ce matin, la réforme des institutions, le volet constitutionnel est présenté en Conseil des ministres. Pour vous, il ne faut rien changer à la procédure parlementaire? Il faut tout garder tel quel? Écoutez, moi j'ai beaucoup travaillé sur la question des institutions. J'ai écrit un ouvrage sur les institutions de la Ve République, comment elles pouvaient se moderniser. J'ai participé à la commission, j'étais à l'époque le seul sénateur, à la commission Vinocq-Barthelone. Non, il ne faut pas rien changer. Mais je pense qu'il manque dans ce que l'on évoque aujourd'hui de la part de la majorité différents sujets. Parce qu'on dit on veut renforcer le pouvoir du Parlement. Ok, mais avec quels moyens ? On n'en parle pas. On dit on veut transformer le Parlement plus au visage, au pluriel de la société. Ok, avec quel statut de l'élu? On est en train de jeter en pâture des choses assez qui trouvent un écho favorable, un peu populiste, sur réduction du nombre de parlementaires, proportionnel, etc. Je lisais un excellent papier de votre confrère Guillaume Tabar ce matin qui se concluait en demandant aux Français de s'intéresser à ce qui est en train de se passer parce qu'on est en train de toucher à notre chose publique que sont les institutions. Je suis très vigilant parce que d'un côté on nous dit les Français veulent moins de parlementaires. Mais quand vous parlez aux mêmes Français dans leur circonscription, ils disent « Ah non, moi je veux garder mon député, mon sénateur ». Vous savez, c'était l'histoire du non-cumul des mandats. Tout le monde était favorable au non-cumul des mandats. Et quand après juin 2017, oui, vous avez eu de nombreux maires, dont je fais partie, qui ont démissionné de leur mandat de maire, les mêmes qui voulaient le non-cumul disaient « Ah mais pourquoi vous avez démissionné ?» À force de ne pas expliquer les choses, à force d'avoir peur de le faire, à force de dire « oui mais les Français le veulent », on a fait tellement de bêtises au nom de « oui mais les Français le veulent » qu'on est en train d'abîmer nos institutions et on est en train de faire quoi? Mais ça peut contenter Emmanuel Macron qui a fait un gouvernement de techniciens. On est en train de favoriser la haute administration qui prendra la main sur toute la chose publique et qui fera la politique à la place des politiques. Là-dessus, l'opposition a l'air plutôt contre la réforme. Il y a un accord de l'opposition sur ce point. Je vous propose d'écouter Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. Je pense que cette révision, elle va affaiblir le Parlement. C'est incroyable. On a fait déjà 24 révisions constitutionnelles. Pratiquement toutes ont voulu rééquilibrer les pouvoirs d'un Parlement qui est terriblement affaibli sous la Ve République. Et là, on voit bien que ça risque de sceller une pratique personnelle et autoritaire du pouvoir vis-à-vis de M. Macron. Les Républicains et les socialistes font le même constat sur cette réforme? Force est de constater qu'on est en train d'affaiblir le poids du Parlement depuis le début de cette 15e législature. Regardez, on gouverne par ordonnance, on a une majorité totalement godillot qui ne propose quasiment aucun amendement, qui ne dit rien, même quand ils ne sont pas d'accord. On l'a vu sur la loi asile-immigration il y a peu de temps. En fait, Emmanuel Macron, depuis le début, mais au moins, je lui prête qu'il l'avait dit. Il n'aime pas les élus locaux. Mais il le montre avec les collectivités territoriales, toutes les associations qui sont en train de s'élever contre sa politique. Il n'aime pas le paritarisme, regardez comment il traite les syndicats. Il n'aime pas les députés ni les sénateurs, et donc il va les contraindre en les réduisant. En fait, on a affaire à un homme qui veut concentrer tous les pouvoirs. On a affaire à une majorité, vous savez, qui va détricoter à l'unisson les institutions en votant ce que Jupiter va décider de faire. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression... Ces parlementaires qui sont aujourd'hui mes collègues, qui viennent du monde du privé et qui vont y retourner demain, ce sont des collègues qui, sans même s'être posé un moment pour réfléchir à ce que pourrait être la Ve République, pour donner de l'oxygène. Et moi, ce que je demande ce matin, c'est qu'on ait un grand débat national
avec nos concitoyens, parce qu'encore une fois, il s'agit de la lettre de la Constitution. Et moi, je demande qu'après ce débat, il y ait un référendum. Est-ce que le processus législatif n'est pas trop long aujourd'hui? Un texte est présenté en Conseil des ministres, il est débattu en commission, il va à l'Assemblée, au Sénat, à l'Assemblée, au Sénat. Il retourne en commission. Vous savez, c'est l'histoire qu'on raconte pour les enfants. On est en procédure quasi accélérée sur toutes les lois. Donc il y a quand même de longues heures d'examen en commission, puis dans l'hémicycle, puis au Sénat. Ça s'appelle la démocratie. Si on n'est pas la représentation nationale à discuter en commission les textes qui nous sont soumis par la technostructure des cabinets ministériels, si à un moment donné le politique avec son savoir-faire n'est pas à amender les bêtises souvent de la technostructure et qu'ensuite on n'est pas un débat à l'Assemblée nationale, vous savez, on peut aussi tout supprimer, et aller sur un régime présidentiel, parce que c'est ça qui est en train de se passer. Et c'est ça le débat qu'il faut que l'on ait avec les Français. Est-ce que l'on veut un régime présidentiel? Donc vous demandez un référendum? Moi, je demande un référendum. Le Parti socialiste demande un référendum sur la question des institutions. Ça peut pas se régler en catimini comme ça va être géré. Écoutez, on nous annonce même... Ça n'a jamais été vu, le redécoupage demain des circonscriptions par ordonnance, tout ça fait dans des coulisses, fait à quelques-uns. Et un référendum avec quelle question, Luc Carvounas? Parce que si demain on pose la question aux Français, est-ce que vous souhaitez qu'on réduise un peu le nombre de parlementaires, de députés et sénateurs, vous ne pensez pas que les Français ils vont dire oui? Ah mais moi je veux un référendum sur toutes les questions. Diminution du nombre de parlements, vous savez, moi je suis favorable à un paquet. Diminution du nombre de parlementaires. Mais on pose une question pour un référendum. Non. On a le droit aussi de prétendre que nos compatriotes sont intelligents sur ces questions-là parce qu'on aura eu un bon débat et qu'ils pourront répondre à 5, 6, 7 questions. Et donc, sur la réduction, sur le long cumul dans le temps. Vous savez, moi je suis même favorable, je l'ai écrit, donc je ne vais pas revenir dessus, à pas plus de 2 mandats successifs. Donc on ne peut pas me prêter d'être pas dans la modernité des choses. Mais je veux aussi qu'on parle des moyens afférents demain aux parlementaires pour contrôler l'exécutif, parce qu'un parlementaire est élu aussi pour cela, et pas seulement pour faire des standing ovations à toutes les QAG, comme je le vois depuis 1 an maintenant, de la part de la nouvelle majorité. Et quel statut de l'élu ? Quel statut l'élu? Vous avez été, les journalistes politiques, les premiers à regarder la composition de CSP de cette nouvelle législature. C'est des CSP+++. Tant mieux pour eux. Mais moi, j'aimerais demain retrouver au Parlement des ouvriers, des agriculteurs, et pas des agriculteurs qu'on nous prête être agriculteurs et qui sont de grands chefs d'exploitation agricole. En fait, les visages de la société française aujourd'hui au Parlement, ils ne s'y trouvent pas. Et j'aimerais qu'on ait ce débat sur le statut de l'élu, où la technostructure, à chaque fois, je l'ai vu, je l'ai entendu au Sénat, nous disait... Le statut de l'élu, ça coûte trop cher, dégagé, il n'y a rien à voir. On va parler, Luc Carvounas, de la mobilisation sociale. Est-ce que le Parti socialiste participera à la manifestation du 26 mai aux côtés de la France insoumise, du NPA et des syndicats ? Moi, je trouve toujours incroyable cette question de nous demander à chaque fois si le Parti socialiste, dont je prône le fait qu'il doit être le parti des causes, doit se trouver avec les mouvements sociaux sans les dévoyer, sans les récupérer, ce que certains peuvent être en train de faire. En tous les cas, nous avons toujours participé à ces mouvements-là par rapport à cette politique que nous combattons à l'Assemblée nationale et au Sénat, les socialistes. Il n'y a pas d'équivoque. Donc oui, vous me posez la question, nous serons avec les salariés du privé, du public, avec les cheminots. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, lui ne répond pas. Dit j'attends de voir. Pourquoi on manifeste le 26 ? Eh ben vous le questionnerez sur ce plateau. Vous me questionnez moi. Donc comme responsable politique, je vous dis que la place du Parti socialiste est d'être justement aux côtés de ceux qui souffrent. Vous savez, je le disais, j'ai été maire. Au quotidien, dans ma circonscription, j'ai rencontré encore mes administrés le week-end dernier. Vous savez, ils me disent que ça ne va pas bien, y compris c'est tout le paradoxe, des électeurs qui ont voté au premier ou au deuxième tour Emmanuel Macron, qui sont de gauche et qui ne s'y retrouvent pas du tout aujourd'hui. Vous appelez Olivier Faure, du coup, à participer au cortège du 26 mai ? J'imagine que, de toutes les manières, le premier secrétaire peut avoir son opinion, mais il y a des décisions du Bureau national. Nous sommes un parti démocratique. C'est le Bureau national qui va déterminer donc la présence ou non du PS. Nous aurons un débat, évidemment. Ça ne peut pas être la décision d'un seul homme, même s'il est premier secrétaire du Parti socialiste. Vous comprenez ces hésitations à défiler aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, de Benoît Hamon qui a quitté le Parti socialiste ? En tous les cas, moi, je vais tout faire pour le persuader qu'il faut que ce soit une nécessité pour nous d'être présents et de faire une belle photo de famille. Vous savez, pendant le congrès qui s'est déroulé, j'étais le seul à vouloir parler des alliances à gauche. J'étais le seul à parler, vous savez, de la gauche arc-en-ciel, du rose, rouge, vert. Et je me projette dans ce qui nous attend dans les échéances à venir, la question européenne. Regardez, on parlait de la diplomatie européenne, c'est le moment ou jamais. Les élections locales, il faut que le PS retrouve son cœur de métier.
Et retrouver son cœur de métier, c'est de reparler aux classes populaires. Et parler aux classes populaires, c'est pas seulement aller s'installer en banlieue. Très rapidement, si vous êtes exactement sur la même position de Jean-Luc Mélenchon, pourquoi un électeur voterait pour le PS plutôt que pour la France Insoumise? Et pourquoi ce ne serait pas Jean-Luc Mélenchon qui est sur ma position? À un moment donné, il faut inverser un peu les choses. Moi, je fais de la politique depuis longtemps. Il a fait un score bien plus élevé que vous à l'élection présidentielle et que c'est lui qui organise, il fait partie des organisateurs de ce rassemblement. Et qui compte 17 parlementaires en tout et pour tout, quand le PS en compte 120. Donc à un moment donné, j'ai pas à rougir de ce que je défends. Et vous savez, je me compare pas à qui que ce soit. Par contre, je prends les choses avec beaucoup de modestie. Je sais que nous avons un long travail pour convaincre à nouveau nos compatriotes, mais je ne me détermine ni vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, ni vis-à-vis de Benoît Hamon, ni vis-à-vis de Pierre Laurent ou de David Cormand, mais je parle avec eux tous. Merci beaucoup Luc Carbounès d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes député du Val-de-Marne au groupe Nouvelle Gauche, député socialiste donc.